Quand il s'agit vraiment de le faire, se suicider n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, pas si vous êtes une personne consciente. Quand on m'a dit que j'avais une maladie en phase terminale, le type de tumeur cérébrale le plus agressif qui existe, j'ai commencé à beaucoup y réfléchir. Bien sûr, il existe de nombreuses façons de se suicider. Le corps humain est une chose étonnamment fragile. Le problème que j'ai rencontré, c'était ce qui se passerait après que j'ai fait l'acte. Je ne voulais pas que mes proches aient à supporter la découverte de mon corps. Si j'utilisais une arme contre moi-même, cela traumatiserait probablement la personne qui me trouverait, que ce soit mon frère ou mes sœurs. Je n'ai pas d'enfants et mes parents sont déjà morts. Les mêmes préoccupations ont surgi quand j'ai pensé à me pendre ou à me trancher les poignets. Ensuite, il y avait toute la question de ma police d'assurance vie. Ayant la trentaine, je n'ai souscrit à la police qu'il y a 3 ans, bien avant de savoir que j'avais une tumeur. Si vous vous suicidez dans les 5 ans suivant l'obtention de la police, votre famille ne reçoit rien. Eh bien, je n'ai pas d'enfants, mais mes 3 frères et sœurs en ont, et ma police d'assurance vie pourrait couvrir une bonne partie des frais de scolarité universitaire de tous les enfants. Si j'avais le temps, je pourrais attendre 2 ans, et ensuite mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas 2 ans, j'ai à peine 2 mois. La tumeur grossit, et les choses vont empirer pour moi si je ne mets pas fin à mes jours. Je serai dans une douleur constante, je ne saurais pas faire la différence entre la réalité et les hallucinations, et il est possible que je devienne violent avec quiconque se trouve à proximité. Les tumeurs cérébrales font des choses étranges aux gens. Ainsi, je me retrouve coincé entre une tumeur de la taille d'un rocher et une situation difficile. Désolé, un peu d'humour noir pour vous, je ne peux pas m'en empêcher parfois. Si je vivais dans un état où l'aide médicale au suicide est légale, je pourrais légalement demander à un médecin de me prescrire des médicaments pour mettre fin à ma vie. Il y a toutes sortes d'obstacles juridiques à surmonter, mais ma situation est précisément celle pour laquelle ces lois existent. Dans ce cas, il n'y aurait rien que la compagnie d'assurance puisse faire, elle serait obligée de payer. Mais je ne vis pas dans l'un de ces 10 États et je n'ai pas le temps de m'établir dans l'un d'eux. Vous ne pouvez pas simplement voyager dans l'un de ces États et obtenir qu'un médecin vous aide à mourir, cela ne fonctionne pas ainsi, j'ai vérifié. Ainsi, la seule façon pour que la compagnie d'assurance paie est de laisser la tumeur me tuer, mais comme je l'ai dit, ce serait mauvais pour moi et potentiellement mauvais pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun moyen de savoir ce que je ferai, je ne peux pas prendre ce risque. Mais il y a une solution que j'ai trouvée. Apparemment, vous pouvez trouver des personnes pour vous tuer sur le dark web. C'est donc ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, alors que j'entends quelqu'un entrer dans ma maison, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Voyez-vous, je suis entré dans une salle de discussion du dark web intitulée « Tue-moi maintenant » et j'ai posté une annonce disant que je voulais que quelqu'un m'aide à mourir. J'aurais probablement dû être plus précis et plus prudent en accédant au dark web, que je ne connaissais pas du tout. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, je recevais des appels téléphoniques incessants sur mon téléphone personnel. Je recevais des courriels sur mon adresse de courriel personnel, qui n'était pas associée à mon compte du dark web, du moins c'est ce que je croyais. Des dizaines de personnes se proposaient de me tuer, beaucoup d'entre elles disaient qu'elles le feraient gratuitement, tant qu'elles pouvaient le filmer. Je n'avais aucune idée qu'il y avait tant de personnes qui voulaient simplement tuer quelqu'un. J'ai essayé de dire à ces personnes que j'avais commis une erreur, j'ai essayé de leur dire que je ne voulais pas d'une mort violente. Certains m'ont écouté, mais d'autres clairement non. D'autres se sont énervés et m'ont dit qu'ils savaient où je vivais et qu'ils me verraient bientôt. À ce moment-là, je pensais que ce n'était que des paroles en l'air. Mais maintenant que je peux entendre quelqu'un entrer dans ma maison au milieu de la nuit, je suis sûr qu'ils sont là pour me tuer. Je vis en périphérie d'un petit village du Tennessee, dans ce qui est essentiellement un chalet à 2 étages sur un terrain arboré. Je n'ai pas de voisins assez proches pour entendre le vacarme. Habillé seulement de mon léger pantalon de pyjama et d'un t-shirt, je m'approche de la fenêtre et regarde vers l'avant-cour. Je ne vois rien, ni véhicule, ni personne. Cependant, il y a un auvent sur le chemin qui m'empêche de voir s'il y a quelqu'un à la porte d'entrée. Je me dirige vers la table de chevet et attrape mon téléphone juste au moment où j'entends la porte d'entrée se fracasser. « Oh, monsieur Rayden !» crie un homme depuis le bas. « Préparez-vous à mourir !» Évidemment, s'ils savent où j'habite, ils connaissent mon nom. Pourtant, l'entendre envoie une décharge d'adrénaline froide dans mon système. Plusieurs pas lourds résonnent dans tout le chalet, au moins 3 personnes, peut-être 4. En déverrouillant mon téléphone, j'envoie un message au 911 avec mon adresse et le mot « aide ».
Mais je sais à quelle distance se trouve le poste de police le plus proche. Il n'y a aucun moyen qu'ils arrivent à temps. Soudain, tout l'endroit est plongé dans l'obscurité. Ils ont trouvé le disjoncteur et coupé le courant. Gardant mon téléphone dans ma poche, je me dirige vers la fenêtre, maudissant le fait de ne pas avoir le seul fusil de chasse que je possède dans ma chambre. Il est en bas, sur une étagère au-dessus de la cheminée. Des pas lourds résonnent dans l'escalier en bois. « Assurez-vous de filmer ça », dit l'un d'eux. « Je vais lui trancher la tête », dit un autre homme avant d'éclater de rire. J'ouvre la fenêtre d'un coup sec et passe une jambe par-dessus. Il y a un auvent étroit juste au-dessus de la porte d'entrée. Je descends sur les tuiles rugueuses et commence à descendre, regardant vers la fenêtre. 2 hommes portant des masques de bébé entrent dans la chambre, l'un tenant une machette, l'autre une arme de poing. Ils sont habillés en noir et portent des gants, et les 2 masques représentent le même bébé chauve à moitié en train de pleurer. Je n'aurais jamais pensé qu'un masque de bébé pouvait être aussi effrayant. Ils me voient rapidement à travers la fenêtre. Celui avec l'arme lève son arme et tire juste au moment où je me laisse tomber du toit. Je sens la balle frapper le toit juste avant que mes mains ne glissent et que je tombe au sol, atterrissant d'abord sur mes pieds, puis roulant sur le dos. Le bruit sourd de l'arme me fait penser que c'est un calibre 22. Je parie qu'il veut seulement me ralentir avec ses petites balles avant de prendre son temps pour filmer ma mort. Alors que je me relève dans l'avant-cour, un 3e homme court vers la porte d'entrée avec un grand couteau de combat à la main. Il porte également un masque de bébé, mais celui-ci a une expression différente. Sa bouche est ouverte dans une grimace et ses sourcils sont froncés dans une expression confuse. Je vois que l'homme porte une GoPro attachée à sa poitrine alors qu'il se lance vers moi. Je me retourne pour courir, mais je sens la lame du couteau couper mon t-shirt et ma peau dans mon dos. Je crie, la douleur me fait aller plus vite. Mes pieds nus marchent sur des pommes de pin tombées, des bâtons pointus et des cailloux, mais ce n'est rien comparé à la douleur brûlante de la blessure dans mon dos. Je peux entendre le type me poursuivre à 1 ou 2 pas derrière alors que je cours vers la vieille grange d'animaux en ruine du début du XXe siècle. J'utilise la grange comme cabanon à outils, stockant mes divers outils là-bas. Elle est à environ 30 mètres du chalet plus récent dans lequel je vis. À un moment donné, les animaux étaient parqués autour de la vieille grange, et il y a encore du fil de fer barbelé tendu sur des poteaux qui entourent l'arrière de la structure. Mais comme c'est en pleine nuit, je ne peux pas voir le fil de fer barbelé rouillé que j'ai envisagé de retirer pendant des années. Cependant, je sais où il se trouve. Au lieu de me diriger vers la porte principale de la vieille construction délabrée, je me dirige vers un côté. L'homme me suit de près, et je peux entendre les autres 2 crier près de la maison, après être descendus en courant les escaliers et sortis par la porte d'entrée. L'une des bonnes choses à propos de mourir d'une tumeur cérébrale, du moins à ce stade précoce, est que vous n'avez pas beaucoup de symptômes. Je me sens plutôt bien. Je peux courir et je peux sauter. Quand je suis à un pas du fil de fer barbelé rouillé, c'est ce que je fais. Je saute. Le fil supérieur des 3 brins de fil de fer barbelé est un peu plus bas que la hauteur des hanches. Donc quand je passe de l'autre côté, je regarde par-dessus mon épaule pour voir mon poursuivant percuter la clôture et se renverser, tombant sur le dos. Il lâche le couteau de combat et l'arme atterrit sur le sol, à environ 2 pieds devant moi. Bien que je sois sûr que le fil lui a lacéré les jambes, il ne perd pas de temps pour se précipiter sur le couteau. Je l'attrape en premier, mais juste un moment avant qu'il se jette sur moi, me renversant au sol. C'est un mauvais coup. Je parviens à lever le couteau, et quand nous touchons le sol, il s'empale essentiellement sur la lame. Je ne peux pas voir son visage à cause du masque, mais il tombe à genoux et regarde vers le bas, où la lame dépasse de sa poitrine. Il tousse et le sang coule sous le masque. Un coup de feu retentit et je sens quelque chose me frapper à la jambe. Avant même que je puisse penser au fait que je viens d'être abattu, je suis déjà debout et je cours vers l'arrière de la grange. Le type avec le pistolet tire à nouveau depuis son emplacement près de l'entrée de la structure. Des éclats de bois me frappent au visage alors que je cours en passant l'angle de la grange. J'entre par la porte arrière, manquant presque de trébucher sur la brouette qui s'y trouve, et je cours vers le mur d'outils juste au moment où la porte d'entrée éclate et que le type avec la machette se jette sur moi. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans la grange pour voir, mais je suis le genre de personne qui garde toujours ses outils au même endroit. Je tends la main et attrape un sécateur, comme une paire de ciseaux géants, juste au moment où l'homme atteint mon niveau. Il pousse la machette vers moi juste au moment où je fais de même avec le sécateur. Je sens la pointe de l'outil pénétrer dans sa poitrine, et en tenant les 2 poignets, j'écarte les lames pendant qu'elles sont encore à l'intérieur, transformant la petite plaie en une grande ouverture.
L'homme crie et recule en titubant vers la porte d'entrée. J'ai encore le sécateur en main, mais je me rends soudain compte que l'homme n'a plus son arme. Quand je regarde mon abdomen, je comprends pourquoi. La machette est plantée dans mon estomac. Oh, dis-je, fils de... Je lève rapidement la tête et vois le type avec le pistolet debout à la porte d'entrée. Il pointe le calibre 22 vers moi. « Ne bouge pas », dit-il, tout en levant sa main gauche vers la GoPro attachée à sa poitrine. Il actionne un interrupteur et une lumière vive s'allume, illuminant l'intérieur de la petite grange. Je fronce les sourcils et tourne la tête. « Pourquoi ne nous as-tu pas laissé te tuer ?» demande-t-il. « Tu voulais mourir, tu l'as dit toi-même. » Je hausse les épaules. La douleur de la plaie dans mon dos, du coup de feu dans ma jambe et de la machette dans mon estomac devient rapidement insupportable. J'ai essayé de te le dire, c'était une erreur. Tu n'as pas écouté. Ton erreur. Je m'en fiche maintenant. Tu as tué mes amis. Maintenant, je vais te tuer lentement. Lâche le sécateur. Je regarde le sécateur ensanglanté dans ma main, le refermant à nouveau tout en me penchant un peu en avant, comme si j'allais le laisser tomber. Juste au moment où la pointe est sur le point de toucher le sol, je le lance vers le type. Il tire avec son pistolet en se retournant pour dévier l'outil. Le sécateur rebondit sur son bras et tombe inoffensivement au sol, mais avant qu'il ne puisse me viser à nouveau, je suis à seulement quelques pieds de distance et j'ai sorti la machette de mon estomac. Alors que j'abats la machette, le type recule, tirant avec son pistolet 3 fois en succession rapide. C'est trop tard. Je plante la machette au milieu du masque effrayant de bébé. La lame s'enfonce dans le front en dessous. Il titube en arrière, trébuchant et tirant avec le pistolet de manière désordonnée avant de tomber. Il se convulse un peu avant de s'immobiliser à jamais. Je me rends compte que 2 des 3 coups qu'il a tirés en courant vers lui m'ont touché. Je sors de la grange et regarde le type que j'ai empalé avec le sécateur. Il est allongé face contre terre à proximité, sans bouger. Je m'appuie contre le devant de la grange et je me laisse glisser en position assise. J'ai été abattu 3 fois, poignardé et coupé. Ça ne prendra pas longtemps maintenant. Soupirant, en appuyant ma tête contre la vieille grange, je souris. Peut-être que je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Peut-être que je savais ce que je faisais quand je suis allé sur le dark web et que j'ai accidentellement dit aux mauvaises personnes que je voulais mourir. Peut-être que je voulais sortir en beauté, comme un héros de film d'action, en éliminant quelques mauvaises personnes au passage. Et peut-être, juste peut-être, que j'ai couvert mes traces suffisamment bien pour que, lorsque les autorités enquêteront sur tout ce désordre, elles pensent que c'était une tentative de cambriolage qui a mal tourné. Mon assurance vie paiera, et mes neveux et nièces pourront au moins couvrir une partie de leurs frais de scolarité. Alors maintenant, tu comprends, j'ai une raison de sourire pendant que la vie me quitte. Après tout, la plupart des gens ne meurent pas comme ils le souhaitent. La plupart des gens ne réalisent pas leur désir de mourir. Je me considère chanceux. C'est une belle mort. Ce que je m'apprête à partager est une expérience que j'aurais souhaité ne jamais avoir vécue, une qui a marqué ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ceci est un avertissement, un rappel que le monde numérique, en particulier le dark web, est un endroit où les pires cauchemars peuvent devenir réalité. Cette histoire ne parle ni de fantômes ni de monstres surnaturels, non. Elle concerne quelque chose de bien pire, ce dont les humains sont capables. C'était un samedi comme les autres, une journée qui avait commencé de manière innocente et insouciante. Mes amis et moi étions dans mon appartement, profitant de quelques bières et perdant du temps à naviguer sur Internet. La conversation était triviale, nous parlions de ce que nous avions fait pendant la semaine, de nos plans pour le week-end et de sujets aléatoires qui surgissaient entre les rires. Jusqu'à ce que l'un de mes amis, celui qui était toujours au courant des dernières tendances technologiques et des coins sombres du web, mentionne le dark web. Jusqu'à ce moment-là, ma connaissance du dark web était limitée. Je savais l'essentiel, que c'était un endroit sombre sur Internet où l'on pouvait trouver n'importe quoi, des drogues aux armes, en passant par des choses beaucoup plus perturbantes. Mais je n'avais jamais ressenti le besoin ou la curiosité de m'aventurer dans ce monde. Cependant, lorsque mon ami a commencé à parler de ce qu'on pouvait y trouver, quelque chose en moi s'est éveillé. Ce n'était pas tant la fascination pour l'interdit que l'idée d'explorer l'inconnu, de voir de mes propres yeux ce que beaucoup ne faisaient qu'imaginer. Il nous a parlé d'un service qui avait attiré son attention, la possibilité de louer une petite amie sous contrat. Selon lui,
C'était une sorte de blague macabre où l'on pouvait payer pour qu'une personne se fasse passer pour votre partenaire pendant un jour ou une semaine. Nous avons ri de l'idée, imaginant que cela devait être une arnaque ou une manière de soutirer de l'argent à des types solitaires. Cependant, plus j'y pensais, plus ma curiosité grandissait. Quel genre de personne se prêterait à une telle chose? Et que se passerait-il si je tentais réellement l'expérience? Mes amis, au début, ont pris cela pour une blague. Mais à mesure que la conversation avançait et que je commençais à envisager l'idée plus sérieusement, le ton a changé. Ce qui avait commencé comme une discussion amusante entre amis s'est transformé en un défi. « Tu n'oserais pas », m'a dit l'un d'eux en riant. « Ce serait la blague du siècle », ajouta un autre. Et ainsi, ce qui était au départ une idée ridicule s'est transformé en un défi que je ne pouvais pas refuser. Poussé par un mélange d'adrénaline et de pression de groupe, j'ai décidé de me lancer. Mon ami, l'expert en technologie, m'a aidé à tout configurer. Il m'a montré comment utiliser Tor, l'outil pour accéder au dark web, et comment y naviguer en toute sécurité, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Il m'a expliqué comment obtenir une fausse adresse IP, et m'a averti des dangers de désactiver le mode censuré du Hidden Wiki, la porte d'entrée du dark web. Si tu ne fais rien d'illégal, tu n'as pas besoin de Tail, m'a-t-il dit, en faisant référence à un logiciel supplémentaire pour rester anonyme. Mais fais attention, il y a des choses que tu ne pourras pas oublier. Au début, la recherche a été décevante. La plupart des liens que j'ai trouvés étaient inactifs ou conduisaient à des pages remplies de textes cryptés qui n'avaient aucun sens. Mais finalement, après un moment, j'ai trouvé un site qui proposait ce que je cherchais. Des petites amies sous contrat. La page était simple, avec un design qui semblait sortir des débuts d'Internet, comme si elle avait été créée dans les années 90. Il y avait juste un formulaire à remplir avec des questions basiques, nom, adresse et combien de temps je souhaitais louer la petite amie. Les prix variaient en fonction de la durée et des extras que l'on voulait inclure. Le coût pour une journée était de 200 $, payables en bitcoin, et selon la description, la petite amie arriverait le lundi après le paiement. Tout semblait tellement simple, tellement ridiculement facile, que j'ai failli éclater de rire. Mon plan était simple, louer la petite amie, attendre qu'elle arrive, voir qui se présenterait, puis raconter l'histoire à mes amis. J'imaginais que, dans le pire des cas, une actrice de film pour adultes ou une femme désespérée pour de l'argent apparaîtrait à ma porte. Ce serait quelque chose dont nous pourrions rire pendant des années. Sans trop réfléchir, j'ai effectué le paiement et rempli le formulaire. J'ai entré mon adresse, sélectionné l'option de petite amie pour une journée et j'ai appuyé sur envoyer. En quelques secondes, j'ai reçu une confirmation par email disant que ma petite amie arriverait le lundi. J'ai fermé l'ordinateur et me suis allongé sur le canapé, satisfait de ma petite blague. Dans mon esprit, je réfléchissais déjà à la manière dont je documenterais tout pour montrer à mes amis et les faire rire avec moi. Le lundi est arrivé plus rapidement que je ne l'avais prévu. J'ai passé le week-end à profiter de la compagnie de mes amis, oubliant presque complètement ce que j'avais fait. Mais quand je me suis réveillé ce lundi matin, j'ai ressenti un nœud à l'estomac. Ce n'était pas tant de la peur qu'une anxiété, une sensation que quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Malgré cela, j'ai essayé de l'ignorer, en me disant que tout cela faisait partie de la blague. À mesure que la journée avançait, mon nervosité a grandi. J'ai essayé de me distraire en regardant la télévision, en naviguant sur Internet et en m'occupant des choses normales de la vie quotidienne. Mais l'anxiété persistait, et chaque fois que j'entendais un bruit dans le couloir, mon cœur s'emballait. Finalement, à 3 heures de l'après-midi, j'ai entendu un coup à la porte. Mon cœur a fait un bond. Je suis resté assis sur le canapé un moment, écoutant le silence qui suivait le coup. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que c'était probablement un colis ou un voisin. Mais quand je me suis approché de la porte et que j'ai regardé par le Judas, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Ce que j'ai vu de l'autre côté n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas une jeune femme, ni même une actrice de film pour adultes. C'était un homme, un vieil homme, habillé avec ce qui semblait être un déguisement bon marché de femme. Il portait une perruque désordonnée, d'une couleur blond sale, qui semblait sortir d'un magasin de costumes de seconde main. Son visage était couvert de rides profondes, et ses yeux, enfoncés et sombres, avaient un regard troublant, presque maniaque. Il portait une robe rouge qui lui allait trop serrée, soulignant sa silhouette flasque et décrépite. Pendant un moment, je suis resté paralysé, incapable de comprendre ce que je voyais. Qui était cet homme? Et pourquoi était-il à ma porte? Puis,
Comme une avalanche, la réalité de ce que j'avais fait m'a frappé. Voici le résultat de ma blague stupide. Mais au lieu d'être quelque chose de drôle, ce qui se tenait devant moi était un cauchemar devenu réalité. Instinctivement, j'ai voulu fermer la porte, la verrouiller et faire semblant de ne pas être chez moi. Mais quelque chose en moi, peut-être la peur de ce qui pourrait arriver s'il se mettait en colère, m'a empêché de le faire. À la place, j'ai pris une profonde inspiration, saisi la poignée de la porte d'une main tremblante et l'ai ouverte lentement. Le vieil homme a souri. C'était un sourire tordu, forcé, qui révélait des dents jaunâtres et pourries. Son souffle sentait le tabac rassis et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pas pu identifier, mais qui a retourné mon estomac. « Bonjour chérie », a-t-il dit d'une voix aiguë et tremblante, comme s'il essayait d'imiter une voix féminine. « Je suis ton rendez-vous pour aujourd'hui. » Je ne savais pas quoi dire. J'étais complètement sous le choc, incapable d'articuler une réponse cohérente. Tout ce que j'ai pu faire, c'est me mettre de côté et le laisser entrer. À mesure qu'il franchissait le seuil, l'atmosphère dans la pièce a changé. L'air est devenu lourd, chargé d'une tension qui rendait chaque respiration difficile. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas comment sortir de cette situation sans l'aggraver. Le vieil homme a cessé de prétendre être une femme presque immédiatement. Sa posture a changé, adoptant une présence plus dominante, plus menaçante. Ses mouvements étaient lents et calculés, comme s'il examinait chaque recoin de ma maison, évaluant ses options. Alors qu'il parcourait mon salon, inspectant mes affaires comme si elles lui appartenaient, j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur, une erreur dont je ne sortirais pas facilement. J'ai essayé de commencer une conversation, en pensant que si je le tenais occupé, je pourrais trouver un moyen de le faire partir. Je lui ai offert quelque chose à boire, ce à quoi il a répondu par un léger hochement de tête avant de se diriger vers la cuisine sans attendre mon invitation. Je l'ai suivi, l'observant tandis qu'il ouvrait mes placards et sortait une bouteille de whisky dont j'ignorais même l'existence. Les heures ont passé dans un silence tendu, seulement interrompu par les commentaires cryptiques occasionnels du vieil homme et mes tentatives infructueuses de le faire partir. Chaque fois que j'insinuais qu'il était peut-être temps qu'il parte, il trouvait une excuse pour rester plus longtemps. « Nous avons encore du temps, chérie », disait-il avec cette voix stridente qui me donnait la chair de poule. « Tu ne veux pas que je parte si tôt, n'est-ce pas ?» À mesure que l'après-midi se transformait en soirée, mon inconfort s'est mué en une peur palpable. J'ai essayé de réfléchir à des moyens de le faire sortir de chez moi, mais chaque fois que je m'approchais de la porte, il me suivait de près, comme s'il savait exactement ce que je pensais. Chaque fois que je croisais son regard, je voyais une noirceur insondable, une malveillance qui me faisait frissonner. Ce n'était pas un homme normal, c'était quelque chose de bien pire. Aux environs de 8 heures du soir, alors que je ne pouvais plus supporter la tension, le vieil homme s'est levé du canapé et s'est approché de moi. Il m'a regardé de ses yeux vides et froids, et j'ai su à cet instant que les choses allaient empirer. « Je crois qu'il est temps que nous nous amusions », a-t-il dit, et ces mots ont envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale. Avant que je puisse réagir, il m'a saisi par le bras avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. J'ai essayé de me dégager, mais son emprise était ferme, presque douloureuse. Il m'a poussé contre le mur, rapprochant son visage du mien. J'ai pu sentir son souffle, un mélange nauséabond d'alcool et de tabac. Mon cœur battait à tout rompre, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir de peur. L'adrénaline a commencé à affluer dans mon corps, me donnant un sursaut d'énergie et de détermination que je ne me savais pas. De toutes mes forces, je l'ai repoussé, parvenant à me libérer de son emprise. J'ai couru vers la porte, dans l'espoir de sortir de la maison, mais avant de pouvoir l'atteindre, j'ai senti une main froide sur mon dos, me tirant en arrière. Je suis tombé au sol, et le vieil homme s'est jeté sur moi, essayant de m'immobiliser. Je pouvais sentir son poids sur ma poitrine, rendant ma respiration difficile. Dans un élan de panique, j'ai levé mon genou et l'ai frappé dans l'estomac, ce qui lui a fait pousser un grognement de douleur. J'ai profité du moment pour me lever et courir vers la cuisine, où j'ai saisi le plus grand couteau que j'ai pu trouver. Avec le couteau en main, je me suis retourné vers lui, espérant qu'il reculerait, qu'il verrait que j'étais prêt à me défendre. Mais au lieu de cela, son sourire s'est élargi, révélant encore plus de ses dents pourries. « C'est comme ça que j'aime ça, un peu de résistance », a-t-il dit, en avançant lentement vers moi. Ses mouvements étaient lents, presque moqueurs, comme s'il prenait plaisir à ma peur. Je savais que j'étais dans une situation désespérée.
Si je voulais sortir de cette maison en vie, je devais utiliser le couteau. Je l'ai levé, prêt à faire ce qu'il fallait, mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, j'ai entendu un bruit dehors. Quelqu'un frappait à la porte avec force. Le vieil homme s'est figé, son sourire s'est effacé un instant alors qu'il tournait la tête vers la porte. J'ai entendu la voix de l'un de mes amis m'appeler de l'autre côté. Mon cœur s'est empli à la fois de soulagement et de désespoir. Le vieil homme m'a regardé de nouveau, ses yeux remplis de haine et de frustration. J'ai profité de la distraction pour reculer vers la porte de la cuisine, en criant à l'aide. « À l'intérieur !» ai-je crié, espérant que mon ami entendrait. Le vieil homme m'a suivi, son expression devenant plus sombre à chaque pas qu'il faisait. Mais lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et que mon ami est entré dans la maison, le vieil homme s'est arrêté net. Son regard est devenu calculateur, évaluant ses options. Sans dire un mot, il s'est retourné et s'est enfui de la maison, me laissant tremblant et tenant le couteau fermement. Mon ami, confus et effrayé, a couru vers moi, me demandant ce qui s'était passé. Je lui ai raconté l'histoire du mieux que j'ai pu, bien que je sois encore sous le choc. Nous avons immédiatement appelé la police. Quand ils sont arrivés, le vieil homme était déjà parti. Ils ont fouillé la maison, pris ma déclaration, mais n'ont pas pu faire grand-chose de plus. Ils m'ont dit de faire attention, de rester vigilant et de les appeler si je le revoyais. Je pensais que ce serait la fin de tout, qu'avec la police impliquée, le vieil homme resterait à l'écart. Mais je me suis trompé. Dans les jours qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai commencé à remarquer des choses étranges, des signes que le vieil homme n'en avait pas fini avec moi. Parfois, en sortant de chez moi, je trouvais de petits objets devant ma porte. Une fleur fanée, une note écrite à la main avec des mots incompréhensibles, une vieille poupée en chiffon. Au début, j'ai essayé de les ignorer, pensant que c'était peut-être des coïncidences. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à trouver ces objets plus fréquemment, j'ai su qu'il s'agissait de messages, des messages de lui. Chaque fois que je sortais de chez moi, je sentais sa présence, comme s'il me surveillait. Je suis devenu paranoïaque, regardant par-dessus mon épaule, m'attendant à le voir à tout moment. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'apparaisse de nouveau. Un après-midi, alors que je revenais du travail, je l'ai vu assis sur le trottoir en face de chez moi. Il portait la même perruque désordonnée, la robe rouge qui lui allait trop serrée, mais cette fois-ci, il ne souriait pas. Il se contentait de me regarder, avec ce même regard perturbant dans les yeux. J'ai senti un nœud dans l'estomac, comme si quelque chose de lourd s'était installé en moi, et j'ai accéléré le pas vers la porte. Il n'a pas essayé de s'approcher, mais sa présence était suffisante pour me terrifier. J'ai essayé d'appeler la police à nouveau, mais ils m'ont dit la même chose qu'avant. Sans preuve qu'il faisait quelque chose d'illégal, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils m'ont conseillé de l'éviter et de les appeler s'ils se rapprochaient trop. Mais le vieil homme était intelligent. Il savait comment rester dans les limites de la loi, toujours à la limite, toujours présent, mais jamais assez pour qu'il puisse l'arrêter. À mesure que les semaines se transformaient en mois, son harcèlement est devenu plus insidieux. Il n'apparaissait pas seulement chez moi, mais j'ai commencé à le voir ailleurs, près de mon travail, dans le supermarché, même devant la maison de mes amis. Peu importait où j'allais, je sentais sa présence, comme une ombre dont je ne pouvais me débarrasser. Il est arrivé un moment où je n'ai plus pu le supporter. L'anxiété et la peur constante ont commencé à affecter ma santé, mon travail, mes relations. J'ai cessé de dormir, attendant qu'il apparaisse à tout moment. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, que je devais faire quelque chose pour échapper à son harcèlement. Finalement, j'ai pris la décision de déménager. J'ai trouvé un nouvel endroit dans une ville différente, loin de là où je vivais avant. J'ai changé mon numéro de téléphone, supprimé mon adresse de tous les registres publics que j'ai pu trouver, et j'ai essayé de recommencer. J'ai tout laissé derrière moi, y compris mes amis et mon travail, tout cela pour tenter d'échapper au cauchemar dans lequel je m'étais plongé. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas revu. Mais chaque fois que j'entends frapper à la porte ou que je vois quelqu'un assis sur le trottoir, mon cœur s'emballe, craignant qu'il soit revenu. Je ne sais pas si je serai jamais complètement libéré de lui, mais au moins, pour l'instant, je suis en sécurité. C'est le prix que j'ai payé pour une blague stupide, une blague que je n'aurais jamais dû tenter. Si tu peux tirer quelque chose de mon histoire, c'est qu'il ne faut pas jouer avec le dark web. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, ni qui tu pourrais attirer. Et parfois, ce qui commence comme une blague innocente peut se transformer en un cauchemar dont il est difficile de se réveiller.
Je n'ai pas été assez prudent sur la Deep Web. La Deep Web est l'une des choses les plus étonnantes du monde, non pas parce qu'elle rend les gens heureux ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle offre une vision totalement non censurée des gens. Vous pouvez dire ce que vous pensez, acheter ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Lorsque vous êtes sur la Deep Web, vous avez une liberté totale et complète. J'ai toujours été fasciné par la Deep Web, et au moment où les événements de cette histoire se sont produits, j'étais à l'université. Beaucoup de gens sur mon campus étaient vraiment intéressés par l'accès à la Deep Web. C'était presque une mode, avec tellement de personnes qui s'y connectaient que cela me semblait parfaitement sûr d'essayer. Je veux dire, pourquoi pas? J'avais toujours entendu des histoires d'horreur sur la Deep Web, des histoires de piratage, de rencontres avec des sites répugnants, et même de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent votre adresse. Ces histoires étaient principalement ce qui m'avait éloigné de la Deep Web, mais avec la majorité des gens de mon université l'utilisant régulièrement, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai demandé à un ami de venir m'aider à la configurer. Lorsque mon ami est arrivé, nous avons ouvert mon ordinateur portable et avons commencé à tout configurer. Il m'a dit que nous allions utiliser Tor, un programme qui vous permet d'accéder à la Deep Web. Il m'a également demandé si je prévoyais de faire quelque chose d'illégal, ce à quoi j'ai répondu que non. Il a dit que, comme je n'avais rien d'illégal en tête, nous n'avions pas besoin d'installer Tile, un logiciel qui semble rendre les choses plus sûres si vous prévoyez de faire des choses illégales. Un peu plus tard, tout était configuré. J'avais ma nouvelle adresse IP et mon ami m'a donné une brève explication de ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il m'a bien précisé que lorsque j'utilisais la Hidden Wiki, je devais la laisser en mode censuré pour avoir moins de chances de voir quelque chose que je ne voulais pas voir. Après environ 2 semaines d'utilisation de la Deep Web, je me sentais comme un professionnel. J'avais accédé à de nombreux sites différents, parlé à quelques personnes géniales, fait des amis. Je suis devenu arrogant et j'étais prêt à plonger plus profondément dans la Dark Web. J'ai désactivé le mode censuré sur la Hidden Wiki et j'ai commencé à parcourir les liens. Cela m'a pris un certain temps, principalement parce que Tor est un peu lent et que de nombreux liens ne mènent qu'à des pages web inactives. Finalement, je suis tombé sur une salle de chat appelée Tout le Gore. C'était principalement une grande salle de chat avec de nombreux sujets différents. J'avais l'estomac plutôt solide, j'avais vu de nombreux films violents et des décapitations, des meurtres, etc. via Internet normal. Après avoir consulté quelques salles de chat différentes, je me suis rendu compte à quel point ce site était vraiment malade. Les personnes dans cette salle de chat étaient en réalité des tueurs, se vantant de certaines des choses qu'ils avaient faites. Dans la salle de chat, vous pouviez également publier des photos. Un homme du nom de Culture 45 était en vedette dans l'une des salles de chat. Il expliquait en détail comment il était entré dans la maison de quelqu'un, avait kidnappé une petite fille et avait brutalement tué ses parents en se cachant sous leur lit et en leur tranchant la gorge. Ensuite, il a expliqué comment il avait emmené la fille chez lui et l'avait découpée en morceaux. Au début, je ne pensais pas qu'il disait la vérité, mais ensuite il a publié des photos. C'étaient les photos les plus horribles que j'avais vues de ma vie. Les nouvelles montraient la fille attachée à une chaise, saignant, pleurant, vomissant, etc. Ensuite, il a montré une photo de lui avec une perceuse. La partie la plus terrifiante, c'est que, pendant qu'il le faisait, il regardait la caméra avec une joie pure sur son visage. J'en avais déjà vu assez, et j'ai écrit dans la fenêtre de la salle de chat « Vous êtes des malades, et vous méritez de mourir. Comment pouvez-vous dormir la nuit ?» Immédiatement, les gens ont commencé à se moquer de moi, disant que j'étais aussi impuissant et ignorant que la petite fille sur les photos et que je devais sortir de la partie des adultes d'Internet. Ils ont commencé à m'insulter et à m'appeler empathique lorsque Culture a écrit quelque chose dans la boîte de chat. Il a dit « Vraiment ? Où habites-tu, mon pote ? Je suis sûr que tout le monde aimerait te voir sur ce site. Je pense que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et j'ai écrit « J'appelle la police et je vais faire fermer ce foutu site. » Moins d'1 minute plus tard, tout sur le site est devenu noir et une nouvelle boîte de chat est apparue en vert. Dedans, quelqu'un appelé Admin1 a écrit dans la boîte « Appelle la police et tu le regretteras ». Je n'ai rien écrit dans la boîte et j'ai attrapé mon téléphone. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore à ce jour. Mon téléphone montrait que j'avais un nouveau message. Je l'ai ouvert et il disait « Appelle la police et tu es mort ». Il n'y avait aucun numéro. Il ne disait même pas « numéro inconnu ». Il était tout simplement vide. J'ai regardé de nouveau mon ordinateur portable et j'ai vu que la lumière de la webcam était allumée. Je l'ai rapidement couverte, mais j'ai vu à l'écran une photo de moi regardant mon téléphone. J'ai écarquillé les yeux
et je suis resté figé un instant lorsque admin a écrit de nouveau « Pose le téléphone tout de suite et découvre ta webcam ». J'ai posé le téléphone, mais j'ai gardé la webcam couverte. Ensuite, il a écrit de nouveau « D'accord, alors sois comme ça ». Juste après, il a publié mon nom complet et mon adresse dans la boîte de chat et a écrit « Ce serait dommage que toi ou tes amis de l'université disparaissiez, n'est-ce pas ?» Alors, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai découvert ma webcam. Ensuite, il m'a dit de suivre ses instructions sur la façon de rendre impossible mon retour sur le site. J'ai suivi chacune d'elles. Quand j'ai terminé, j'ai reçu un SMS disant « Maintenant, n'essaie plus jamais de revenir ». Comme avant, il n'y avait aucun numéro. Malgré tout, j'ai appelé la police depuis le téléphone de mon ami, mais ils n'ont jamais pu trouver le site. Si jamais tu accèdes à la Deep Web, n'explore jamais sans réfléchir, surtout si tu n'as pas de logiciel supplémentaire pour te protéger davantage. J'étais un stupide étudiant universitaire et j'espère seulement que personne ne commettra les mêmes erreurs que moi. J'ai déménagé dans une nouvelle maison et j'ai changé toutes mes informations, mais je fais encore des cauchemars à ce jour. J'étais visiblement bouleversé par ce qui s'était passé. La police a tenté de retrouver le site web, mais comme il n'y avait aucun moyen de récupérer mon historique et que j'avais trouvé ce site malade simplement en cliquant au hasard sur des liens, il semblait assez difficile de le retrouver. La police m'a conseillé de changer toutes mes informations personnelles et de m'installer chez un ami. Après avoir pratiquement changé toutes mes informations, j'ai décidé d'aller vivre chez mon ami David. David était une personne extrêmement travailleuse et honnête. Il ne faisait jamais la fête, ne se saoulait jamais, ne se droguait jamais. Il était très déterminé à terminer ses études universitaires. En fait, il était l'un des rares gars que je connaissais à l'époque qui n'accédait pas régulièrement à la Deep Web. Je lui avais tout raconté sur mon expérience avec la Deep Web, et c'est principalement la raison pour laquelle il avait accepté de me laisser rester chez lui. Une nuit, nous étions tous les deux en train d'étudier jusqu'à très tard lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé pour voir qui m'avait envoyé un message et j'ai vu que la personne qui l'envoyait n'avait pas de numéro, tout comme la dernière fois. Il disait « Vérifie ton ordinateur ». Il n'y avait rien d'autre, juste une simple instruction. J'ai ouvert mon ordinateur portable et en le faisant, j'ai remarqué que je n'avais pas le contrôle de la souris. J'ai essayé de la déplacer, mais la souris se déplaçait toute seule. Quelqu'un avait accès à distance à mon ordinateur d'une manière ou d'une autre. Je n'avais jamais donné accès à distance à qui que ce soit auparavant. J'ai essayé une tonne de commandes de clavier, mais aucune ne fonctionnait. J'ai remarqué que celui qui contrôlait mon ordinateur portable était en train de télécharger un logiciel, probablement un malware, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Mon téléphone a sonné de nouveau, et cette fois, le message disait « Regarde par la fenêtre ». J'étais assis juste à côté de la fenêtre. Je ne savais pas de quelle fenêtre parlait le type, alors j'ai regardé par celle qui était à côté et j'ai vu un homme dans le parking, adossé à une camionnette blanche. Il avait un téléphone en main et quand je l'ai regardé, il a hoché la tête. Mon téléphone a sonné de nouveau. Tape et maintient enfoncés les touches Shift, Alt et F5 en même temps pour activer le logiciel. J'ai appelé David dans ma chambre pour lui montrer ce qui se passait. Il semblait aussi nerveux que moi. Nous ne voulions pas l'énerver. David a immédiatement appelé la police et m'a dit qu'ils arriveraient bientôt. Je n'ai pas activé le logiciel et je suis simplement resté assis. Finalement, j'ai reçu un autre message. « Je vais entrer si tu ne le fais pas tout de suite. » Je ne sais pas pourquoi lui ou la personne qui contrôlait mon ordinateur ne pouvait pas le faire, mais je n'ai pas osé poser la question. En même temps, j'étais sûr à 99% que ce programme contenait un malware ou un spyware ou quelque chose de très nuisible pour mon ordinateur, alors j'ai refusé de l'activer. David a attrapé une batte de baseball au cas où l'homme dehors essaierait d'entrer. Environ 5 minutes plus tard, nous avons entendu la poignée de la porte tourner. Elle était verrouillée, mais ensuite, nous avons entendu des coups à la porte. Nous avons tous les deux paniqué et avons regardé de nouveau par la fenêtre. Bien sûr, l'homme et la camionnette étaient repartis. Les coups à la porte sont devenus de plus en plus violents jusqu'à ce que, finalement, nous entendions un horrible bruit de griffure. Cela a duré quelques minutes, puis nous avons entendu des pas s'éloigner dans le couloir et finalement disparaître. J'ai reçu un autre message. « Nous reviendrons ». Cela m'a vraiment fait peur. Lorsque la police est arrivée, ils m'ont dit de regarder ma porte. Je les ai suivis jusqu'au couloir et j'ai vu gravé sur notre porte mon nom. La police a commencé à enquêter sur tout le bâtiment et ils ont fait venir un technicien pour vérifier mon ordinateur. Il a commencé à faire des analyses et à examiner le logiciel étrange sur mon ordinateur portable. Finalement,
Il a réussi à le fermer et à le supprimer. Et il m'a dit que mon ordinateur portable n'était plus sûr. Il a dit que les fichiers principaux avaient été piratés ou corrompus. Le lendemain, je venais de rentrer de l'école et j'étais vraiment fatigué. David n'était pas encore à la maison, alors je suis allé dans ma chambre et je me suis allongé sur le lit. Je venais à peine de fermer les yeux lorsque j'ai entendu un bruit de cliquetis dans mon placard. J'ai relevé la tête et je ne l'ai plus entendu, alors je suis retourné dormir. Après quelques minutes, la porte du placard s'est ouverte brusquement. J'ai sauté du lit et j'ai vu un homme portant un masque marcher vers moi. J'ai couru vers la porte et je l'ai fermée d'un coup sec derrière moi. J'ai couru vers le parking, j'ai démarré ma voiture et je suis parti aussi vite que possible. Lorsque la police est arrivée, bien sûr, l'homme était déjà parti. Étonnamment, l'appartement n'avait pas été saccagé ou quoi que ce soit. Nous n'avons même rien trouvé de volé. Au début, il ne semblait rien avoir fait. Cette nuit-là, 2 officiers de police surveillaient tous ceux qui entraient ou sortaient du bâtiment pour attraper l'homme. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai remarqué que mon fond d'écran avait changé. Avant, c'était juste un tas d'arbres, mais il avait été changé en une photo répugnante d'un homme portant un masque, le même masque que j'avais vu sur l'homme qui était dans mon placard, en train de planter un couteau dans un homme dans ce qui ressemblait à une petite cabane. J'ai également remarqué que toutes mes applications et programmes avaient disparu et que j'ai vu le même logiciel que la dernière fois juste au milieu. J'ai cliqué dessus et il était déjà installé. Tout comme la dernière fois, il a rempli tout l'écran avec ce qui semblait être une diffusion en direct. Je ne pouvais pas sortir, et la diffusion en direct provenait de la maison d'un enfant. Il semblait avoir environ 13 ou 14 ans et était à son ordinateur. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que je regardais à travers sa webcam et qu'il n'en avait aucune idée. J'ai vu une petite boîte de chat apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran et quelqu'un a écrit dans la boîte « Bienvenue à notre diffusion en direct. Nous sommes ravis que tout le monde puisse être là. Merci John d'être également ici. » Mes yeux se sont écarquillés. Mon nom était John, et ils attendaient que je sois là pour commencer la diffusion en direct. Alors que je regardais, j'ai vu la porte du placard derrière le pauvre garçon s'ouvrir lentement et un homme est sorti avec une boîte à outils dans une main. Il a posé la boîte à outils sur le sol en silence et a sorti du ruban adhésif. Il s'est approché du garçon et lui a mis le ruban sur la bouche, le saisissant fermement. Le pauvre garçon avait une expression de terreur totale sur son visage. Il a essayé de crier, mais il n'a pas pu à cause du ruban adhésif. Il faisait un bruit considérable, ce qui m'a fait penser que le garçon devait être seul à la maison. J'ai essayé de sortir, mais je n'ai pas pu. Ensuite, j'ai vu l'homme sortir un tournevis et le planter dans la poitrine du garçon. Le sang a commencé à jaillir et le garçon a émis un bruit d'agonie, comme s'il s'étouffait. J'ai vu des larmes couler de ses yeux et l'homme malade a commencé à enfoncer le tournevis de plus en plus profondément, puis il l'a retiré d'un coup sec. Ensuite, l'homme a sorti un marteau et a écrasé les mains du garçon plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'un gâchis sanglant et défiguré. J'ai essayé toutes les commandes possibles pour sortir, mais rien ne fonctionnait. J'ai remarqué que dans la boîte de chat, plusieurs personnes encouragèrent l'homme et lui demandaient de faire différentes choses au garçon. L'homme a ensuite sorti une scie électrique, l'a pressée contre le visage du garçon et l'a allumée. Le garçon a crié de douleur tandis que la scie remontait vers son œil, faisant gicler du sang partout, même en éclaboussant un peu la caméra. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas pu m'arrêter. Ensuite, l'homme a pris le tournevis, a arraché les yeux du garçon et a sorti un grand couteau. Il a procédé à lui trancher la gorge et l'a jeté au sol. C'était malade. Je vomissais partout sur le sol et quand j'ai regardé de nouveau, j'ai vu que les gens dans la boîte de chat écrivaient des choses horribles comme « fap 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 » ou « oh mon Dieu, c'était merveilleux, merci d'avoir fait ça », etc. Dans la boîte, j'ai vu quelqu'un appelé Culture 45 écrire « merci de regarder, John ». Après cela, le programme s'est fermé tout seul et je suis resté avec l'horrible fond d'écran. J'étais en sueur, respirant avec difficulté et me sentant malade. Pendant tout ce temps, je n'avais pas réalisé que mon téléphone avait sonné plusieurs fois. Je l'ai regardé et j'ai vu les messages les plus haineux et les plus cruels provenant de mes amis et de ma famille. J'ai demandé à ma mère ce qui n'allait pas et elle m'a répondu qu'ils avaient envoyé cette diffusion en direct aussi malade et dérangeante à tous mes contacts et qu'il semblait que cela venait de moi. « John, je ne peux pas croire qui tu es », m'a écrit ma mère. J'ai appelé la police, John. Je me sentais encore plus malade qu'avant. Ces monstres avaient envoyé la diffusion en direct à tous mes amis d'une manière ou d'une autre et avaient fait en sorte que cela semble venir de moi.
Ils avaient pratiquement ruiné ma vie en l'espace de quelques minutes. Lorsque la police est arrivée, je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, et ils ont rapidement réussi à expliquer à tous mes amis et ma famille ce qui s'était passé. Ils ont pris la recherche de ces personnes très au sérieux, et environ un mois plus tard, ils ont arrêté 4 hommes. L'un était Culture 45, l'autre était Admin 1, et les 2 autres travaillaient avec eux. Le site a également été trouvé et fermé, et je me suis acheté un nouvel ordinateur portable et un nouveau téléphone. Je pourrais dire une phrase cliché de film d'horreur ici, et dire quelque chose comme « j'ai continué à recevoir des textos » ou « j'ai continué à entendre des choses étranges depuis », mais rien de tout cela ne s'est produit. Ils ont été arrêtés, et je n'ai plus jamais entendu parler de ces personnes. C'est rassurant de savoir que ces hommes sont en prison, ou peut-être même morts à ce jour. Mais ce qui me terrifie encore, c'est que toutes les autres personnes qui ont regardé cette diffusion en direct pour leur plaisir sont toujours en liberté, et qu'il y a probablement des milliers d'autres Culture 45 dans le monde entier. Si jamais tu accèdes à la Deep Web, assure-toi d'être extrêmement prudent. Ce monde-là est rempli de dangers auxquels on ne pense même pas. Depuis cette expérience traumatisante, ma vie a changé à jamais. Je vis désormais dans un état constant de paranoïa, vérifiant chaque lien, chaque site que je visite, et restant loin de toute zone d'internet où je pourrais tomber sur quelque chose de similaire. Les souvenirs de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, me hantent encore. Les cauchemars sont fréquents, et parfois, je me réveille en sueur, revivant ce moment où j'ai vu ce pauvre garçon se faire torturer. J'ai aussi dû reconstruire mes relations avec mes amis et ma famille. Même après que la police leur ait expliqué ce qui s'était passé, il a fallu du temps pour qu'ils acceptent que je n'étais pas coupable de ce qu'ils avaient revu. Les liens de confiance sont fragiles, et cet incident a ébranlé ces liens de manière irréversible. En fin de compte, je ne peux que mettre en garde tous ceux qui envisagent de plonger dans les profondeurs de la Deep Web. Ce n'est pas un endroit pour les curieux ou les téméraires. Ce que vous y trouverez peut vous marquer à vie, comme cela a été mon cas. Et parfois, ce que vous découvrez ne vous laissera jamais en paix. Ma seule consolation est que j'ai survécu à cette épreuve, mais le prix à payer a été élevé. Ce n'est pas une histoire que je raconte souvent, car chaque fois que je la revis, je ressens la même terreur que lorsque cela s'est produit. Pourtant, je pense qu'il est important que les gens sachent à quel point la Deep Web peut être dangereuse, non seulement pour ceux qui cherchent des frissons, mais pour quiconque y entre sans une compréhension complète des risques. Alors, si jamais tu es tenté d'explorer la Deep Web, souviens-toi de mon histoire. Sache que derrière chaque lien, chaque site, chaque salle de chat, il y a un danger potentiel, et parfois, il n'y a pas de retour en arrière possible. La curiosité est une chose puissante, mais elle peut aussi être destructrice. Reste prudent, car certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. C'était en 2017, une année qui semblait être comme les autres, jusqu'à ce que la curiosité m'entraîne sur un chemin dont je n'aurais jamais pensé devoir m'échapper. J'avais vu tant de youtubeurs s'aventurer dans les recoins sombres du dark web, achetant ces fameuses mystery boxes, que je n'ai pas pu résister à la tentation. Dans ces vidéos, les créateurs de contenu ouvraient des boîtes remplies d'objets étranges, parfois précieux, parfois inquiétants, mais toujours avec cette promesse de l'inattendu, de l'inconnu. Je pensais que cela pourrait être une expérience excitante, quelque chose qui me sortirait de la routine quotidienne, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait au bout de cette décision impulsive. J'ai passé des semaines à enquêter sur la manière d'accéder au dark web. J'avais entendu des histoires sur les dangers qui guettaient dans ces profondeurs numériques, mais cela ne faisait qu'attiser davantage mon intérêt. L'idée d'explorer l'interdit, le caché, avait un attrait irrésistible. Finalement, après d'innombrables tutoriels et avertissements, j'ai réussi à configurer tout ce qu'il fallait pour naviguer dans ce sous-monde digital. Je me souviens de la sensation d'anxiété et d'excitation lorsque j'ai finalement trouvé un site qui vendait des boîtes mystères. Il y avait de nombreuses options, des boîtes bon marché, promettant de petits objets de collection, au plus cher, qui laissaient entendre qu'elles contenaient de véritables trésors cachés. J'ai opté pour une boîte de prix moyen. Je ne voulais pas dépenser une fortune, mais je ne voulais pas non plus qu'on m'envoie des déchets. Je pensais qu'avec un peu de chance, je pourrais trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose qui, dans le pire des cas, pourrait être revendu ou simplement gardé comme souvenir de ma petite aventure sur le dark web.
Mais le jour où la boîte est arrivée à ma porte, cette excitation s'est rapidement transformée en une sensation de malaise que je ne savais pas expliquer sur le moment. La boîte était enveloppée dans un gros ruban adhésif noir, sans aucune étiquette ou marque indiquant son origine. Déjà, ce détail aurait dû m'alerter, mais j'étais tellement plongé dans ma propre narration de explorateur digital que je l'ai ignoré. Je l'ai apporté dans mon salon, fermant soigneusement la porte derrière moi, comme si j'étais sur le point d'ouvrir un portail vers un autre monde. La lampe sur pied dans le coin projetait une lumière jaunâtre sur la boîte, créant de longues ombres distordues qui semblaient bouger à chacun de mes mouvements. En ouvrant la boîte, la première chose que j'ai vue était un sac en plastique scellé sous vide, contenant quelque chose que je n'ai pas réussi à identifier immédiatement. Mon cœur a commencé à battre plus fort tandis que je sortais le sac et l'examinais à la lumière. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur était quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. C'était des photographies, et pas n'importe quelle photographie. C'était des images d'un crime, capturées avec une précision et une froideur qui m'ont laissé paralysé. Les photos montraient une personne, une femme, attachée à une chaise, avec une expression de terreur absolue sur son visage. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, une peur si profonde qu'elle traversait l'image pour me frapper directement dans l'âme. Chaque photographie montrait une progression de la scène, comme si celui qui les avait prises documentait chaque moment de cet acte terrible. Et sur la dernière image, la femme n'était plus vivante. Il y avait quelque chose de terriblement méticuleux dans la façon dont la scène avait été arrangée, presque comme s'il s'agissait d'une sorte d'œuvre macabre destinée à impressionner quelqu'un. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac, un mélange de peur, de répulsion et d'un étrange sentiment de culpabilité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, assis par terre, tenant ces photos avec des mains tremblantes. Mon esprit était vide, incapable de traiter ce que je voyais. Je savais que j'avais commis une erreur, une grave erreur. Cette boîte n'aurait jamais dû être en ma possession, ces photos n'auraient jamais dû être vues par mes yeux. Qui m'avait envoyé cela? Pourquoi? Et surtout, que devais-je faire maintenant? Après ce qui m'a semblé être des heures, mon esprit a commencé à se clarifier suffisamment pour prendre une décision. Je ne pouvais pas simplement ignorer ce que j'avais vu. Quelqu'un avait été assassiné et j'avais la preuve entre mes mains. J'ai décidé que la bonne chose à faire était d'apporter les photos à la police, même si la peur de m'impliquer dans quelque chose de si sombre me paralysait. Je savais que je pouvais avoir des ennuis, mais laisser ces images sans les signaler serait encore pire. Je me souviens clairement du trajet vers le commissariat. Chaque feu rouge me semblait une éternité et chaque ombre dans la rue une menace. Lorsque je suis arrivé, je me suis dirigé directement vers le comptoir, essayant de garder mon calme en expliquant ce que j'avais. L'agent de service m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Il m'a fait attendre en appelant d'autres officiers et en quelques minutes, je me suis retrouvé assis dans une petite salle d'interrogatoire avec les photos devant moi et une série de questions de plus en plus insistantes. Il voulait tout savoir. Comment j'avais obtenu les photos, pourquoi j'avais décidé d'acheter cette boîte si j'avais une quelconque relation avec la victime. J'ai essayé d'expliquer tout de la manière la plus claire possible, mais plus je parlais, plus je sentais qu'il me regardait avec méfiance. Je savais que mon histoire semblait improbable, et je me rendais compte que j'avais déclenché une chaîne d'événements que je ne pouvais plus contrôler. Après des heures d'interrogatoire, ils m'ont finalement laissé partir, mais pas sans m'avoir averti que je pouvais être en danger. Change toutes tes informations de connexion, vérifie tes appareils pour d'éventuels piratages et évite de refaire une chose pareille, m'a dit l'un des officiers avant de me laisser sortir. C'était un bon conseil, mais j'étais plus préoccupé par autre chose. Il y avait une sensation dans l'air, quelque chose qui me disait que ce n'était pas fini, que ce que j'avais fait en ouvrant cette boîte allait avoir des conséquences. Les premiers jours après la visite à la police furent relativement calmes, mais pas pour longtemps. Une semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des courriels en provenance d'adresses inconnues. Au début, les messages étaient brefs, juste quelques mots qui ressemblaient à des avertissements. Mais au fil des jours, les courriels sont devenus plus explicites, plus menaçants. Nous savons qui tu es. Nous savons ce que tu as fait. Arrête de parler, ou tu le regretteras. Ces mots me transpercèrent l'esprit, me faisant remettre en question chaque décision que j'avais prise jusque-là. Puis vinrent les messages textes. Ils avaient non seulement mon adresse électronique, mais aussi mon numéro de téléphone. Les menaces se sont intensifiées. Ce n'étaient plus seulement des avertissements vagues, maintenant c'étaient des promesses de violence. Nous sommes plus près que tu ne le penses. Nous te surveillons.
Chaque fois que je recevais l'un de ces messages, mon cœur s'emballait et une sensation de paranoïa s'installait dans mon esprit. Qui étaient ces gens? Comment avaient-ils obtenu mes informations? Et surtout, que comptaient-ils me faire? Une nuit, vers minuit, mon interphone a sonné. Le son était insistant, comme si quelqu'un était désespéré d'entrer. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai vu personne. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, peut-être que quelqu'un avait appuyé sur le mauvais bouton, mais ensuite ça a sonné de nouveau, et cette fois avec plus d'insistance. Un frisson glacé a parcouru mon corps, et un instinct primitif m'a dit de ne pas répondre. J'ai éteint toutes les lumières et suis resté immobile dans l'obscurité, attendant que celui ou celle qui était là s'en aille. Finalement, le son s'est arrêté, mais je n'ai pas pu dormir de la nuit, craignant que quelqu'un ne soit en train de rôder dans l'ombre. Les jours suivants furent un véritable enfer. Chaque fois que je sortais de mon appartement, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Ma paranoïa grandissait à chaque pas que je faisais. Puis, un jour, j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres qui a confirmé mes pires craintes. Une série de photographies, toutes de moi, prises à différents moments et endroits. Il y avait des images de moi entrant et sortant de mon immeuble, marchant dans la rue, faisant mes courses au supermarché. Quelqu'un me surveillait, quelqu'un savait exactement où je me trouvais à tout moment. La situation s'est aggravée lorsque j'ai commencé à recevoir des appels où je n'entendais que des respirations lourdes de l'autre côté de la ligne. La première fois que cela s'est produit, j'ai immédiatement raccroché, mais les appels ont continué. Je savais que c'était un avertissement, une manière de me dire que je ne pouvais pas échapper, que où que je sois, il y aurait toujours quelqu'un qui m'observerait. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un bruit à la porte de mon appartement. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, mais ensuite j'ai entendu le son métallique de la serrure qu'on essayait de forcer. Quelqu'un essayait d'entrer. J'ai sauté du lit et couru vers la porte, appuyant tout mon poids contre elle en criant à la personne de partir. Le bruit a cessé, mais en regardant par le judas, j'ai vu des marques claires d'une tentative d'effraction. Je savais que je ne pouvais pas rester là. J'étais en réel danger, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils réussissent à entrer. Le désespoir s'est emparé de moi. Je savais que si je restais, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à entrer et me fassent subir le même sort qu'à la personne sur les photos. Je ne pouvais pas permettre que cela arrive. C'était comme si un filet invisible se refermait lentement autour de moi, et chaque mouvement que je faisais semblait me rapprocher d'un piège mortel. J'étais pris dans un jeu que je ne comprenais pas entièrement. Un jeu qui avait commencé lorsque j'avais ouvert cette maudite boîte. J'ai passé cette nuit sans dormir, mon esprit tourbillonnant de pensées sombres. La peur était devenue un compagnon constant, une ombre qui me suivait partout. À un moment donné, à l'aube, j'ai pris une décision. Je devais disparaître. Je n'avais pas d'autre choix. Si je voulais survivre, je devais tout abandonner et recommencer à zéro, quelque part où personne ne me connaîtrait, où je pourrais reconstruire ma vie loin de ce cauchemar. Au lever du soleil, j'ai commencé à faire les préparatifs. J'ai vendu mes biens, les quelques objets que j'avais qui avaient encore de la valeur, et j'ai détruit tout ce qui pouvait être tracé. Mon téléphone, mon ordinateur, mes comptes sur les réseaux sociaux, tout. J'ai jeté les appareils dans une poubelle à quelques kilomètres de mon appartement, m'assurant qu'il ne restait aucune trace de mon existence numérique. Chaque pas que je faisais ressemblait à une coupure des liens qui me rattachaient à ma vie précédente. J'ai acheté un billet d'avion avec le peu d'argent que j'avais réussi à réunir. Un billet aller simple pour un pays lointain, un endroit où personne ne connaîtrait mon nom, où je pourrais disparaître parmi la foule et laisser derrière moi ces personnes qui me harcelaient. Je n'en ai parlé à personne, même pas à ma famille. Je ne voulais pas risquer que quelqu'un découvre ma destination. Dans ces derniers jours, avant de partir, j'ai vécu comme un fantôme, me déplaçant en silence, évitant tout contact humain, avec la sensation constante d'être suivi. Le jour de mon départ fut surréaliste. Je me suis éloigné de mon appartement sans me retourner, laissant les clés à l'intérieur et fermant la porte avec un calme forcé. À l'aéroport, chaque regard furtif me semblait une menace, chaque passager une possible connexion avec ceux qui m'avaient traqué. Lorsque je me suis finalement installé dans l'avion et qu'il a décollé, j'ai ressenti une vague de soulagement mêlée à une peur latente qui m'empêchait de respirer tranquillement. Je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle vie, mais j'étais aussi conscient que le passé pourrait me rattraper à tout moment. Ma nouvelle destination était un endroit inconnu,
un pays dont je ne connaissais guère plus que la langue et quelques coutumes de base. À mon arrivée, je me suis dirigé vers un petit village éloigné de la capitale, un endroit tranquille et isolé où j'espérais pouvoir refaire ma vie sans être retrouvé. Ce ne fut pas facile de m'adapter. Chaque bruit inattendu, chaque appel téléphonique me faisait sursauter, me rappelant que mon passé pouvait encore me suivre. J'ai essayé de trouver du travail, de garder un profil bas et d'éviter de me faire des amis ou d'établir des connexions profondes. Je savais que la solitude était ma seule protection, mais avec le temps, cette même solitude a commencé à éroder ma santé mentale. Je ne pouvais faire confiance à personne et la paranoïa est devenue mon compagnon constant. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais en sursaut au son de l'interphone dans mes oreilles ou avec l'image des photos que j'avais trouvées dans la boîte. Ces souvenirs ne me laissaient pas en paix. Malgré tout, j'ai réussi à rester caché. Personne ne m'a retrouvé, du moins jusqu'à maintenant. Mais la peur n'a jamais complètement disparu. Chaque fois que je marche dans les rues de ma nouvelle demeure, je ressens les yeux invisibles de mes harceleurs sur moi, comme s'ils attendaient le moment opportun pour réapparaître. Je sais que je ne peux pas me détendre, que la menace est toujours présente, même si je ne la vois pas. Aujourd'hui, des années après ce jour fatidique en 2017, je vis encore avec les cicatrices de cette expérience. Je suis devenu l'ombre de ce que j'étais autrefois, un homme qui a fui tout ce qu'il connaissait pour sauver sa vie. Je ne peux pas dire où je suis maintenant, pour ma propre sécurité. Je peux seulement dire que j'ai essayé de reconstruire ma vie, bien que la peur ne s'en aille jamais complètement. La leçon que j'ai apprise, à un prix très élevé, est simple. Ne t'aventure jamais dans l'obscurité en espérant y trouver quelque chose d'excitant. Parce que parfois, ce que tu trouves est une horreur que tu ne peux pas effacer, une horreur qui te poursuivra jusqu'à la fin de tes jours. Si jamais tu penses à acheter quelque chose sur le dark web, je t'en prie, ne le fais pas. Tu ne sais jamais ce qui pourrait t'attendre de l'autre côté du paquet. J'ai appris cette leçon de la pire des manières et maintenant je paie le prix de ma curiosité, cachée, en fuite, sans pouvoir regarder en arrière. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette tentation, cet irrésistible besoin de prendre une décision que, au fond, tu sais mauvaise, mais que tu fais quand même parce que la récompense semble trop belle pour la laisser passer. C'est ainsi que mon histoire a commencé, une histoire que j'aurais aimé ne jamais avoir vécue. C'était en 2016, une année comme les autres, jusqu'à ce que je reçoive une offre qui semblait être la réponse à tous mes problèmes financiers. Tout a commencé de la manière la plus innocente, avec une proposition que j'ai trouvée dans un de ces recoins sombres du dark web. Oui, je sais, c'est un endroit que la plupart des gens évitent, mais pour moi, à ce moment-là, c'était une opportunité que je ne pouvais pas ignorer. L'argent manquait, les dettes s'accumulaient comme des mauvaises herbes, et quand j'ai vu cette offre qui promettait une somme considérable pour quelque chose d'aussi simple que de prendre des photos, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Accéder au dark web avait déjà été un processus rempli de nervosité. J'avais entendu tellement d'histoires d'horreur sur ce que l'on pouvait y trouver, mais je savais aussi que, dans ces mêmes endroits, d'autres avaient trouvé des solutions rapides à leurs problèmes. Alors, avec plus de curiosité que de prudence, je me suis plongé dans ce monde digital caché. C'est là que j'ai trouvé l'offre. Tu n'as qu'à prendre quelques photos. Paiement immédiat, sans question. C'était une proposition directe, sans détail, et bien que toute personne raisonnable aurait vu les signaux d'alarme, je n'ai vu que la possibilité d'alléger le fardeau qui pesait sur moi. La première mission est arrivée à peine un jour après avoir accepté. On m'a demandé de prendre des photos de paysages urbains, de rues, de parcs et de certains points d'intérêt spécifiques. Au début, cela m'a semblé un travail presque ridiculement simple. Il me suffisait de prendre mon appareil photo et de me promener dans la ville, capturant des images de lieux qui, jusque-là, m'avaient semblé complètement normaux. Il n'y avait rien d'étrange dans ce qu'on me demandait, pas même dans les détails des photos requises. J'ai donc fait ma part, envoyé les images et, à ma grande surprise, le paiement est arrivé en moins d'une heure. C'était comme si tout était parfaitement orchestré. Les jours passaient et les missions continuèrent d'arriver. Chacune était aussi simple que la précédente, et à chaque fois, l'argent tombait dans mon compte comme une horloge. Je commençais à m'habituer à la routine, me réveiller, vérifier les nouvelles demandes, sortir pour prendre les photos et envoyer le matériel.
Parfois, on me demandait des images de places bondées, d'autres fois de rues désertes à des heures précises de la journée ou de parcs à différents moments. C'était comme un jeu d'exploration urbaine et je prenais plaisir à cette nouvelle facette de ma vie, sentant que, enfin, j'avais le contrôle sur mes finances. Cependant, avec le temps, les demandes ont commencé à changer. Ce qui avait commencé comme un simple travail de photographie de paysages et de lieux publics s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les missions sont devenues plus spécifiques, plus inconfortables. On a commencé à me demander des photos de personnes. Au début, il s'agissait de groupes de gens, de scènes quotidiennes où les gens passaient inaperçus. Mais ensuite, les missions ont commencé à se concentrer sur des individus, en particulier des femmes et des enfants. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une sensation de malaise, une voix au fond de mon esprit me disant que je devais arrêter. Je me souviens clairement du jour où j'ai reçu une mission différente. On m'a demandé de prendre des photos d'une femme en particulier, décrites avec des détails précis, sa taille, la couleur de ses cheveux, les vêtements qu'elle portait. Quelque chose dans cette demande m'a donné la nausée. Il ne s'agissait plus de capturer la beauté d'un paysage ou la sérénité d'une place, mais de suivre quelqu'un, de capturer sa vie sans qu'elle le sache. C'est alors que j'ai décidé que j'étais allé trop loin. J'ai refusé de faire le travail et envoyé un message expliquant que je ne pouvais pas continuer. Mais mon refus n'a pas été bien accueilli. À peine quelques heures plus tard, les menaces ont commencé. D'abord, elles sont arrivées sous forme de courriels détaillant des informations personnelles sur moi que seule une personne qui m'observait aurait pu connaître. Ils savaient où je vivais, le nom de ma femme, l'école où allaient mes enfants. C'était comme si une main invisible avait pris des notes sur ma vie depuis le premier jour. Ce que j'ai reçu ensuite fut une photo de ma maison, prise sous un angle que seule une personne se trouvant dehors à ce moment-là aurait pu capturer. J'ai senti que mon monde s'effondrait. La peur que j'ai ressentie à ce moment-là est indescriptible. Savoir que quelqu'un observait chacun de mes mouvements, qu'il connaissait chaque détail de ma vie, c'était comme une ombre qui planait au-dessus de moi. J'ai essayé de couper tout contact, de ne plus répondre aux messages, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Les menaces se sont intensifiées. Ils m'ont envoyé une photo de mon fils cadet jouant dans le jardin, et à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix que de continuer à faire ce qu'ils me demandaient. La mission suivante fut pire que les précédentes. Ils voulaient que je me rende dans un parc spécifique, à une heure déterminée, et que je prenne des photos d'une fillette en particulier. Ils ne m'ont pas donné plus de détails, juste une description vague. Mon cœur battait à tout rompre en lisant la mission, sachant que je ne pouvais pas refuser. Les images de ma famille qu'ils m'avaient envoyées étaient un avertissement clair de ce qu'ils pouvaient faire si je ne respectais pas les consignes. La peur me consumait, mais l'instinct de protéger ma famille était plus fort. Quand je suis arrivé au parc, j'avais l'impression d'entrer dans un lieu maudit. Tout semblait normal, mais à l'intérieur de moi, je savais que plus rien ne le serait. J'ai cherché la fillette, suivant la description qu'il m'avait donnée, et quand je l'ai vue, le monde s'est arrêté. C'était une petite fille, pas plus de 6 ans, avec un sourire radieux pendant qu'elle jouait sur la balançoire. Mon appareil photo me semblait lourd dans les mains, comme s'il savait le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Pourtant, j'ai commencé à prendre les photos, l'une après l'autre, tandis que la culpabilité me rongeait. Chaque clic était comme une dague qui s'enfonçait de plus en plus dans ma conscience. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, repassant en revue chaque détail, chaque décision qui m'avait mené jusqu'à ce point. Je savais que j'avais franchi une ligne dont je ne pouvais plus revenir, et le remords m'écrasait. J'ai essayé de me consoler en pensant que peut-être tout se terminerait là, qu'il ne voulait que les photos pour une raison que je ne comprenais pas. Mais la réalité ne tarda pas à me frapper. 2 mois plus tard, j'ai vu la nouvelle dans le journal local. Fillette disparue dans le parc central. Je n'ai pas eu besoin de lire plus pour savoir que c'était la même fillette que j'avais photographiée. J'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. Une sensation de panique s'est emparée de moi. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas de ma faute, que je n'avais aucun contrôle sur ce qui s'était passé, mais je n'ai pas pu. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, j'avais été complice de quelque chose de terrible. J'ai décidé de faire quelque chose, tout ce qui était nécessaire pour essayer de réparer mon erreur. De manière anonyme, j'ai envoyé les photos que j'avais prises à la police, dans l'espoir que cela aide à la retrouver. Mais le temps a passé, et la fillette n'a jamais été retrouvée. Les autorités n'ont pas réussi à localiser son emplacement, et chaque jour qui passait me plongeait plus profondément dans l'abîme de la culpabilité.
Je ne pouvais plus regarder ma femme, je ne pouvais plus regarder mes enfants, sachant ce que j'avais fait, sachant que j'avais mis en danger la vie d'une enfant innocente. La paranoïa s'est emparée de moi. J'ai commencé à voir des menaces partout. Chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait, qu'on m'observait à distance. Je ne pouvais plus vivre dans la même ville, sachant que ceux qui m'avaient engagé pouvaient encore me surveiller. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'un jour, il pourrait apparaître à ma porte, ou pire encore, à la porte de l'école de mes enfants. J'ai pris une décision drastique, déménager. Je n'ai pas dit la véritable raison à ma famille, je leur ai simplement raconté que j'avais trouvé une meilleure opportunité de travail dans une autre ville et que ce serait mieux pour tout le monde. Nous avons déménagé loin, dans un endroit où personne ne nous connaissait. J'ai détruit tous mes appareils électroniques, changé nos identités en ligne et effacé toute trace qui pourrait conduire quelqu'un jusqu'à nous. Mais la peur ne s'est pas dissipée. Chaque fois que je voyais quelqu'un avec un appareil photo, chaque fois que je remarquais un inconnu qui semblait nous observer, j'avais l'impression que mon passé m'avait rattrapé à nouveau. Je vivais dans un état constant d'alerte, incapable de me détendre un seul instant. Et maintenant, je vis avec ce secret, un secret que je n'ai jamais partagé avec personne jusqu'à aujourd'hui. J'ai déménagé, changé de vie, mais je ne peux pas échapper à ce que j'ai fait. Je me demande encore si quelqu'un continue de m'observer, si les photos que j'ai prises circulent toujours dans un recoin sombre du dark web. Je ne sais pas si je pourrai un jour trouver la paix, mais si je peux te dire une chose, c'est ceci. L'ambition et le désespoir peuvent te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Accepter ce travail semblait être une solution rapide et facile à mes problèmes financiers, mais cela s'est transformé en un piège mortel, une chaîne invisible qui me lie à mon passé et me traîne vers un abîme dont je ne peux m'échapper. Après notre déménagement, j'ai essayé de construire une nouvelle vie pour ma famille. J'ai trouvé un travail stable, nous nous sommes installés dans un quartier tranquille et peu à peu, j'ai tenté de laisser derrière moi les fantômes qui me poursuivaient. Mais la peur ne s'est jamais complètement dissipée. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveille en sueur froide, avec la sensation que quelqu'un m'observe, attendant le moment propice pour me piéger à nouveau. Ma femme a remarqué que quelque chose ne va pas, mais je ne lui ai jamais raconté la vérité. Je ne peux pas. Comment pourrais-je lui expliquer que, par ma faute, une fillette a disparu? Comment pourrais-je la regarder dans les yeux et admettre que j'ai mis notre famille en danger pour de l'argent? Le temps a passé, mais la culpabilité est toujours là, comme une plaie qui ne guérit jamais. Chaque fois que je vois mes enfants jouer, je pense à la fillette du parc, à son sourire innocent, à la façon dont sa vie a été brutalement interrompue. Je me demande ce qui lui est arrivé, si elle a un jour trouvé la paix, ou si elle est toujours piégée quelque part dans un endroit sombre, attendant que quelqu'un la sauve. C'est une pensée qui me tourmente jour et nuit. J'ai essayé d'aller de l'avant, j'ai essayé de laisser le passé derrière moi, mais c'est impossible. Je vis dans une paranoïa constante, toujours à regarder par-dessus mon épaule, toujours à attendre que l'autre chaussure tombe. Je sais que ceux qui m'ont engagé sur le dark web n'ont pas disparu. Je sais qu'ils pourraient tôt me surveiller, attendant que je baisse ma garde. Et c'est ça le pire de tout, savoir que je ne pourrai jamais être complètement en sécurité, que ma famille ne sera jamais complètement en sécurité. Parfois, je pense à aller voir la police et tout avouer, mais je sais que cela ne changerait rien. La fillette resterait disparue, et ma confession ne ferait que mettre ma famille en danger. Alors je garde ce secret, je l'enfouis au plus profond de mon âme, et j'essaie de continuer à vivre, jour après jour, avec le poids de la culpabilité sur mes épaules. Et maintenant, après tout ce que je viens de te raconter, je ne peux te dire qu'une seule chose. Si tu te trouves un jour dans une situation similaire, si on t'offre un jour quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, réfléchis-y à 2 fois. Demande-toi quel prix tu es prêt à payer pour accepter cette offre, car parfois, les conséquences ne te touchent pas seulement toi, mais aussi ceux que tu aimes. J'ai appris cette leçon de la pire des manières, et maintenant je vis dans la peur constante qu'un jour, quelqu'un d'autre en paie aussi le prix. Peut-être qu'un jour je parviendrai à trouver la paix, mais d'ici là, je continuerai à vivre dans l'ombre, essayant de protéger ma famille d'un danger que j'ai moi-même attiré dans nos vies. C'est un prix élevé, mais c'est le seul que je puisse payer. Et maintenant, ce secret n'est plus seulement le mien, il est aussi le tien. Garde-le bien, car dans ce monde, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, des travaux qu'il vaut mieux ne pas accepter, et des décisions qui, une fois prises, ne peuvent être annulées.